Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je fais une vidéo sur la compréhension de la guerre commerciale qui oppose en ce moment les États-Unis, la Chine et l'Europe. Voilà, donc avec ce que Donald Trump a appelé reciprocal tariff. Voilà, donc vous suivez l'actualité comme moi en ce moment, avec les conséquences de cette guerre commerciale, qui est la chute de la bourse. On n'est pas loin d'un crash boursier. J'ai les écrans de Bloomberg en face de moi. À l'heure, au moment où je fais cette vidéo, le coût du pétrole, le Brent, qui est le pétrole de référence sur les marchés, il est à 60 $. Donc, ça veut dire que c'est grave. C'est quelque chose qui était à 120 $ et à 60 $, ça veut dire que ça a perdu la moitié de sa valeur. Je rappelle, comme j'ai souvent dit, que les coûts du pétrole ne montent pas parce que la demande augmente. Les coûts du pétrole montent parce que les spéculateurs prennent des positions d'achat sur les contrats à terme et plus ils en demandent, plus les coûts montent. Donc, ça veut dire que les gens ont liquidé les positions et ça entraîne la baisse des coûts du pétrole. Voilà, du pétrole brut. Donc, la guerre commerciale entre les États-Unis, les pays d'Asie et les pays d'Europe. Je dis les pays d'Europe parce qu'en Afrique, à vrai dire, les tarifs de Donald Trump n'ont pas vraiment beaucoup, ne sont pas vraiment hauts, à l'exception de quelques pays comme le Lesotho, comme le Zimbabwe, etc. etc. Bon. Je souhaite expliquer pour que les gens comprennent, parce que si les gens n'ont pas la bonne information, ça laisse libre cours à toutes les spéculations. Et depuis le début de la semaine, vous avez vu que nous avons fait un gros effort d'explication, ce qui a permis que vous ne voyez pas sur des plateaux de télévision des déclarations excessives qui ne reposent sur aucune évidence. Voilà. Ça ne date pas d'aujourd'hui, les soucis de l'Amérique. Disons, c'est dommage, j'aurais dû monter le livre. D'abord, il faut savoir que pour gagner la guerre froide, les États-Unis ont fait le plan Marshall pour la reconstruction de l'Europe. Et quand ils ont fait le plan Marshall pour la reconstruction de l'Europe, ils ont ouvert leur marché domestique aux produits en provenance d'Europe en ne payant pratiquement pas de droits de douane. Donc, les Européens, que ce soit en Allemagne par exemple, c'est ça qui a permis que l'Allemagne développe un secteur industriel automobile fort, parce que l'Allemagne a vendu énormément de ses voitures sur le marché américain, non fabriquées, exportées. La France, par exemple, a vendu énormément de champagne, de vin rouge, de fromage, de beurre, de charcuterie, confit de canard, tout ce que vous voulez. Énormément de produits en provenance de France sont écoulés sur les marchés américains. Donc, ça a développé fortement l'économie et l'économie française en a profité. La Grande-Bretagne aussi a développé beaucoup de produits et a reçu beaucoup de capitaux. Par exemple, ce qu'on appelle les euro-dollars. La place par excellence, les euro-dollars, ça veut dire les dollars qui existent hors du marché domestique américain. Le lieu où ils se tradent, c'est sur la place de Londres, ce qui fait que la London Stock Exchange est la place financière la plus forte d'Europe, alors bien même que l'économie allemande dépasse l'économie britannique. Donc, on peut voir qu'il y a une sorte d'altruisme que les États-Unis, parce que j'entends les gens dire un peu tout et n'importe quoi, il y a une sorte d'altruisme qu'ils ont eu vis-à-vis de l'Europe. De la même manière, vis-à-vis de l'Asie, et particulièrement par exemple vis-à-vis du Japon, l'Amérique, après avoir largué la bombe atomique sur le Japon, a imprimé massivement les dollars pour permettre la reconstruction du Japon. Pareil, elle a ouvert son secteur, son marché domestique aux véhicules en provenance du Japon. Vous avez vu beaucoup de Toyota, beaucoup de Nissan, beaucoup de Mitsubishi, Subaru, fabriqués au Japon, vendus sur le marché américain. Ça a permis aussi au Japon, comme l'Allemagne, d'avoir un marché dans un secteur industriel automobile fort, qui a rapporté beaucoup de devises, sans compter toutes les devises que les États-Unis ont imprimées pour la reconstruction. Pareil pour la Chine. Si on regarde bien, si vous lisez Henry Kissinger, l'ancien National Security Advisor du président Nixon, mais aussi l'ancien secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, dans On China, son livre On China, Henry Kissinger explique bien comment est-ce qu'il avait négocié tout ça. Et l'objectif, c'était de permettre à la Chine, d'abord, de ne pas rallier à 100% l'URSS dans la guerre froide qui opposait le bloc de l'occidental le bloc de l'Ouest au bloc de l'Est. Deuxièmement, c'est parce qu'ils avaient expliqué à Mao que voilà, il y avait une population qui était grandissante, avait beaucoup de misère. C'est l'époque où le Chinois, c'était la personne qui se baladait sur le vélo, avait un large chapeau. On se souvient tous de ces images-là quand on était petit. Et ils avaient dit voilà, qu'est-ce que nous allons faire, puisque vous avez une population qui est nombreuse, nous allons délocaliser la chaîne de valeur. On n'a pas assez de main-d'œuvre aux États-Unis.
On va délocaliser une bonne partie de la chaîne de valeur dans votre pays pour vous permettre de produire, à nos entreprises de produire chez vous et d'exporter chez nous et d'exporter également dans le monde. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc là-dessus, vous retrouvez dans les cahiers de la banque de la réserve fédérale américaine, vous retrouvez beaucoup de notes de conjoncture déclassées, déclassifiées, que vous pouvez lire. Vous voyez bien comment l'Amérique a conçu beaucoup de programmes, transféré les capitaux énormément en Chine, en Asie, etc. etc. Donc, ça s'est fait. Bon. La première friction entre les États-Unis et la Chine, ça a commencé quand il y a eu la rétrocession de Hong Kong. Bon, je vais parler dans tous les détails, mais les premières frictions ont commencé là. La Chine a eu une démarche un peu autoritaire, sanctionnant parfois les entreprises qui étaient là-bas, en disant par exemple, bon, si toi tu as des affaires à Taïwan, sur la bourse de Hong Kong, tu es éjecté de la côte, des choses comme ça. Je vais parler dans tous les détails. Mais ça a créé rapidement des tensions entre la Chine et les États-Unis. Et si vous regardez bien, vous allez voir que les Américains ont déplacé le centre financier à Hong Kong pour le mettre à Singapour. Donc aujourd'hui, Hong Kong n'est plus vraiment flamboyant comme il était avant. Les affaires, les capitaux, ça se manipule à Singapour. Ça, c'est la première chose. L'autre deuxième friction est venue sur un certain nombre de plaintes que les États-Unis ont vis-à-vis de la Chine et qui sont avérées. La propriété intellectuelle, ce qu'ils appellent currency manipulation, donc les dévaluations compétitives. Et troisièmement, les délocalisations. Je vais expliquer un peu, vous allez comprendre. Le premier point de friction, d'abord, c'est la propriété intellectuelle. Parce que j'entends les gens dire les choses sur la toile, ouais, le coût. Ce n'est pas une affaire de coût. Les Américains peuvent produire avec les mêmes coûts qu'on a en Chine. Ça, c'est possible ici aux États-Unis. C'est possible, je vous dis que c'est possible. Hein? Et ça, c'est ce qui va se faire avec ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Hein? Un autre jour, je ferai une présentation là-dessus. Mais si vous allez sur YouTube, vous tapez Industrie 4.0, vous allez voir tout ce qui sort là. Vous essayez de regarder. En quelques temps, vous aurez compris. Donc, moi, j'ai des gens, des connaissances ici, là, dans le domaine de l'industrie, des personnes que je connais, et j'ai déjà assisté à plusieurs conférences où ils parlaient de ça, et ça marche bien. Donc, Industrie 4.0, ça, c'est la première chose. Donc, l'Industrie 4.0, les États-Unis se plaignent de la propriété intellectuelle. Pourquoi? Les Américains, vous savez comment ça se passe, par exemple, quand Apple, c'est que Apple, par exemple, s'il veut lancer un nouveau téléphone, n'allez pas croire que c'est Apple qui met ça en place. Apple, par exemple, va avoir une université comme Northwestern, University of Wisconsin, Milwaukee, Columbia, ce qu'on appelle les Research University aux États-Unis. Vous avez des universités qui sont Research University, elles reçoivent énormément de fonds de l'État pour faire la recherche. Bon. Quand elles font la recherche, elles découvrent beaucoup de choses. Et quand elles découvrent des choses maintenant, elles appellent des grandes entreprises, Apple, Google, Microsoft, etc., etc. Et ces entreprises envoient des gens qui viennent voir ces grandes universités-là, ils s'asseyent et disent voilà telle chose que nous avons ce qu'on appelle les patents. Patents, ça veut dire que le brevet hein, de découverte, c'est là. Donc les universités déposent des brevets. Il y a donc une démarche de négociation qui s'ouvre entre ces grandes entreprises, Apple, Microsoft, etc. et ces universités, au terme desquelles, par exemple, Apple va dire, bon, moi je consens à vous donner 3% de tout le chiffre d'affaires que je réalise, ou parfois 5% sur, ça dépend des négociations. Et à travers ma fondation, je m'engage à financer tel programme, par exemple de rénovation des laboratoires, de rénovation des buildings, on voit ça. Même de construction de nouveaux buildings. Moi, quand je vois le campus, je vous avais montré la dernière fois, j'ai balayé plusieurs campus. J'étais à Northwestern, j'ai été à UW Milwaukee, j'ai été à Marquette. Vous voyez tout ce qui a été conçu comme building. C'est l'argent qui vient de ces grandes entreprises-là. Parce qu'ils partagent les brevets. Hein. Les immeubles où il y a les brevets là, c'est plus gardé. La sécurité qu'il y a là-bas, vous ne pouvez jamais entrer comme ça. Jamais entrer comme ça. Et si vraiment vous y entrez par infraction, je crois qu'ils ne vont pas vous laisser vivre. Donc, ces entreprises-là viennent négocier avec les universités, les campus universitaires qui ont des grands centres de recherche. Et à la sortie de la négociation, les universités leur disent, bon, moi j'ai un brevet, le brevet court sur 20 ans, par exemple, c'est un brevet, par exemple, j'ai mis au point tel featuring dans les téléphones portables, etc., etc. Donc Apple va prendre. Et maintenant, Apple a des sous-traitants en Chine, ou bien des usines en Chine.
Ce qui se passe, c'est que le gouvernement chinois a édicté une règle qui dit, voilà, tu dois décliner la totalité de ce brevet-là avant de pouvoir fabriquer sur le territoire chinois. Donc, au départ, les entreprises américaines déclinaient et le gouvernement chinois s'engageait à ne pas faire copier ces brevets par des entreprises chinoises. Mais ce qui se passe, c'est que progressivement, et ça on peut le démontrer, les entreprises chinoises, il y a plusieurs vidéos là sur YouTube, vous voyez des responsables chinois qui disent, on s'en fout, la propriété, ce n'est pas la propriété de quelqu'un, nous pouvons copier, nous sommes libres de copier, à partir du moment où ça tombe chez nous, nous sommes prêts de copier. Deuxième chose, il y a l'affaire Jack Ma. Donc l'affaire Jack Ma, pour ceux qui ont bien suivi, l'affaire Jack Ma, c'est une... disons que c'est une affaire que Jack Ma, par exemple, reversait, je crois, 400 millions de dollars à l'université, une université comme Harvard, par exemple, pour les brevets que Harvard lui avait donnés dans le clouding, dans beaucoup de choses. Il partageait les brevets avec Harvard, c'est ça qui a fait monter Alibaba très rapidement, parce qu'il achetait, il payait les droits, il restituait les droits d'auteur. Et lors d'une sortie, une prise de parole publique, il avait dit que c'était une grosse erreur pour son pays de ne pas respecter la propriété intellectuelle, par exemple en restituant aux grandes universités américaines, etc. etc. Et Jack Ma a disparu. Hein, vous vous rappelez, Jack Ma avait disparu complètement, on n'avait plus de nouvelles. Et il n'est pas le seul à avoir disparu, il y a d'autres hommes d'affaires que vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube qui s'exprimaient en disant, voilà, j'étais en désaccord, j'ai dû fuir pour me réfugier en Amérique. Donc, rappelez-vous bien, le secrétaire d'État Anthony Blinken, quand il était en visite en Chine, il avait essayé de poser le problème devant les dirigeants chinois en disant, bon voilà, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je pense que son, comme on dit, le counterpart, le counterpart, comment on peut dire ça en français, son interlocuteur en Chine a levé le ton, lui a parlé vraiment très mal. Et Anthony Blinken a dit, ok, let's have that conversation in private. Mais ça avait fait le tour ici aux États-Unis et tout le monde avait vu ça. Il y a aussi eu l'incident qu'il y avait quand il y avait la réunion du Parti communiste chinois où l'ancien président Hu Jintao avait pris la parole pour dire, bon voilà, dans cette affaire, allons un peu doucement. Et on l'avait coupé son micro et on l'a retiré de son siège et on l'a expulsé de la salle. Donc, ça là, ça avait monté l'adrénaline. Je sais, j'ai constamment Bloomberg, le Wall Street Journal et je lis. Donc, ça avait fait monter la tension aux États-Unis où les gens se disaient, ça va pas se passer comme ça. Donc, j'expliquerai dans d'autres vidéos après l'approche des démocrates qui est une approche plus pacifique. Et il y avait des groupes d'intérêt, proche du parti des républicains qui disaient non, il faut y aller avec la méthode forte parce que si on y va seulement doucement, on ne se fera jamais entendre. Voilà, ça a généré donc des tensions entre les deux pays. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a des gens aux États-Unis qui ont dit, à quoi ça sert d'innover si quand nous innovons, dans l'heure d'après, nous sommes copiés en Chine et on ne reverse pas l'argent des brevets aux universités. Les universités aussi ont traîné les pieds en disant, je prends par exemple, je crois l'UWM, je peux me tromper, je crois a fait combien d'années de lawsuit, donc de procès avec Apple, et à la fin de ça, demander qu'Apple, on a condamné à reverser l'argent, parce qu'il disait, moi, je n'ai pas les moyens de vérifier tout ce que tu me dis sur la Chine, tu dois me payer, tu as utilisé mes brevets. Donc, ça là, les États-Unis, par exemple, voudraient mettre un point d'honneur pour que les brevets de leurs entreprises ne soient plus copiés en Chine. Voilà, et ils pensent qu'ils n'ont pas eu une oreille favorable pour discuter. La dernière fois, le président Biden et le président chinois Xi se sont retrouvés en Californie. Ce n'est pas par hasard, à San Francisco, qui est un endroit où il y a beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation, la Silicon Valley, les startups, etc., etc. Dans cette partie de la Californie, c'est là où se concentre la recherche. Et le dialogue s'est fait. Et je pense pas que ça a changé quelque chose. Hein, sinon, le président Biden l'aurait dit. Donc, le fait que les États-Unis ne parviennent à rien avoir de ce côté-là, de la protection de la propriété intellectuelle, les irrite. La deuxième chose, c'est ce qu'ils appellent currency, ce que Trump appelle currency manipulation. Ça veut dire la currency manipulation, ça veut dire les dévaluations compétitives de la monnaie. Les dévaluations compétitives. Parce que quand la Chine dévalue le yuan, la conséquence de la dévaluation du yuan est que lorsque le yuan est dévalué,
ça baisse le cours. Lorsque le yuan est dévalué, ça baisse le cours lorsque le yuan est dévalué, ça baisse le cours du dollar. Ce qu'on appelle ce qu'on appelle on y fait FTX. Comment on appelle je suis fatigué à cette heure-là. Ouais, c'est-à-dire que la conversion directe entre le dollar et le yuan, ça baisse le cours. Ça veut dire que si par exemple, avec $1, vous avez 600 yuan, si demain la Chine dévalue sa monnaie de 30%, avec $1, vous avez 400 yuan, par exemple. Ça veut dire que mécaniquement, ça déprécie la valeur d'une marchandise de 30%. Donc les marchandises qui partent de Chine arrivent aux États-Unis moins chères, très moins chères, qui en gros représente une sorte de subvention indirecte à l'économie, parce que du coup ces marchandises arrivent ici avec des prix très bas et ça entraîne la faillite des entreprises qui sont situées sur le territoire américain. Par exemple dans le domaine de la chaussure, on peut voir ça dans le domaine de la chaussure. Vous avez la peau aux États-Unis où les gens arrivent à fabriquer des chaussures, mais quand la chaussure qui est fabriquée aux États-Unis bien va coûter par exemple 400, 800 $, celle qui va arriver de Chine va coûter 79, 80 $. Parce que quand on fait les calculs là-dedans, et c'est ce que Trump a expliqué quand il présentait son tableau, il disait 67%, ce n'est pas seulement le prix de droit de douane, c'est ce que nous perdons sur le fait qu'on ne nous reverse pas la propriété intellectuelle, mais c'est également sur les dévaluations compétitives, ensuite des droits de douane qui sont, alors que nous nous imposons pratiquement pas de droits de douane. Donc ça c'est important à dire. Donc, et enfin, il y a ce qu'on appelle les droits de douane. Hein, c'est-à-dire que les États-Unis, comme j'ai dit, pour favoriser le commerce entre la Chine, ce que je dis là pour la Chine est valable pour l'Europe, ont toujours mis des droits de douane très bas et ont signé par exemple des accords de libre-échange avec le Mexique, le Canada, ont mis des droits de douane très bas pour permettre l'entrée des marchandises sur le territoire américain. Mais je vais parler de ça tout à l'heure. Barack Obama, par exemple, avait mis les droits sur l'acier et on s'attendait à ce que les Chinois délocalisent aux États-Unis. Ils ont plutôt délocalisé au Canada et au Mexique pour pouvoir produire là-bas et produire et écouler sur le territoire américain. Donc, toute chose qui a énormément perturbé les États-Unis, qui se sont retrouvés dans une position vraiment où les États comme la Pennsylvanie ont perdu carrément tout le tissu industriel qui était là, est parti hors des États-Unis, notamment en Asie et en Europe de l'Est. Hein, les États comme la Pennsylvanie, beaucoup d'États, donc les travailleurs se sont retrouvés au chômage. Et en plus de cela, c'est qu'à l'intérieur même des États-Unis, il y a une augmentation excessive de la productivité. Ça veut dire que les usines ont automatisé à l'excès la production, ce qui fait que ça a éliminé pratiquement la moitié des postes qui étaient tenus par les êtres humains, qui sont tenus par des robots. Et cette moitié, l'autre moitié maintenant est tenue, c'est-à-dire que quand vous visitez par exemple une usine qui produit de l'eau aux États-Unis, l'eau sort de la chaîne, c'est emballé tout automatiquement et il y a un monsieur qui est là pour faire les expéditions. Il est situé dans une cabine là et la préparation des commandes se fait automatiquement, c'est fait par des robots. Les palettes sont préparées, filmées, marquées, tout. Les robots transportent ça jusqu'à sur les docks où les camions arrivent et ça rentre seulement dans les camions pour partir. Tout est automatisé, donc il n'y a plus de personnes. Donc la conséquence de cette robotisation, de cette automatisation à l'excès, c'est que ça a perdu, ça a détruit beaucoup d'emplois, ça s'est augmenté et ça a augmenté le degré de qualification qu'il faut pour avoir désormais un emploi. Or, les grandes écoles, surtout dans les États républicains, où il y a moins d'impôts, mais donc il y a aussi moins d'argent comme dans l'éducation, dans les États démocrates comme le Massachusetts, comme l'Illinois, comme le New York, comme la Californie, c'est là que vous avez des grandes universités, Stanford, Berkeley en Californie, Columbia à New York, Stony Brook, etc., Northwestern, Chicago, Booth et autres, à Devry, tout ça là, dans l'Illinois, etc. Ce sont des États démocrates dont l'État, il y a plus d'impôts, mais on met plus d'argent sur le système éducatif. Donc, la conséquence de ça, c'est que ça a détruit beaucoup d'emplois dans les zones, dans cette zone-là, hein, l'Iowa, les terres républicaines, l'Iowa, le Nebraska, le New Hampshire, etc. Ça a détruit beaucoup d'emplois parce que on a sophistiqué les emplois, on paye les gens plus cher,
c'est plus sophistiqué, mais en même temps, les emplois qui étaient manuels là sont complètement détruits. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'il y a une hausse des impôts fédéraux, les impôts et taxes fédérales. Je paie des impôts, on me prend pratiquement 40%. Donc, les impôts fédéraux ont augmenté, alors que les impôts des États ont baissé. Et ces impôts fédéraux ont augmenté pour justement pouvoir subventionner ces États-là afin qu'ils puissent se tenir parce qu'il n'y a plus assez d'activité économique. Donc, là aussi, vous pouvez comprendre que dans ces États qui sont des États rouges, comme on dit, vous voyez arriver qui étaient des terres rouges, comme on dit, des terres rouges, des terres où on vote rouge, où on vote des républicains, ils perdent les élections, ils commencent à perdre les élections. Vous voyez même le Texas, vous voyez des endroits où jadis les démocrates faisaient 16%, les démocrates commencent à avoir 44% et les républicains 46%. Donc, vous avez une marge de 2%. Et qui s'y continue comme ça, cette marge, un jour, une terre comme la terre de Texas, qui est une terre républicaine, risque d'être remportée par les démocrates. Donc, il y a tout un tralala. Donc, la solution, les gens se disent, voilà, il est temps de rapatrier aux États-Unis un certain nombre d'emplois qui étaient partis à l'étranger. Mais là-dessus, les démocrates ont leur méthode, les républicains ont leur méthode. Donc, c'est de ça que je vais parler dans les prochaines vidéos. Je vais parler de la méthode de Barack Obama pour lutter contre le trade déficit. Je vais parler de la méthode de Joe Biden pour lutter contre le trade déficit. Et puis, je vais parler du plan de Donald Trump aussi pour lutter contre le trade déficit. Je rappelle que ma présentation n'est pas une présentation politique, c'est une présentation économique. C'est vrai que le climat est très chaud là dehors et personne ne veut même prendre la parole, même dans les télévisions, parce que c'est tellement chaud que les gens ont peur d'être incompris. Bon. Mon audience, c'est une audience africaine. Je pense que là-dessus, on peut essayer de causer tranquillement. Donc, vous comprenez donc que ce n'est pas la provocation. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a un vrai problème parce que, du coup, ce trade déficit, il se traduit comment? Il se traduit que la Chine a un excédent commercial de 1 trillion de dollars, 1 trillion 200 000 dollars, 1,2 trillion de dollars, donc 1200 milliards de dollars. Pendant que l'Amérique a un déficit commercial de 500 milliards de dollars. Donc, quand Joe Biden est arrivé, je crois que c'était à 600 milliards de dollars. Et en 4 ans, ils se sont battus pour ramener le déficit commercial environ aux alentours de 400 et poussières. Donc, s'il était à 500, je crois que c'est descendu à 423, quelque chose comme ça, 423. Et donc, les États-Unis jurent qu'il va falloir qu'eux aussi commencent à avoir des excédents. Non, des excédents. Et donc, pour ces excédents-là, chacun y va de sa méthode. Les démocrates misent sur une politique industrielle. Donald Trump trouve que c'est un processus qui est assez long. Il ne faut pas attendre 10 ans, qu'il faut taper tout de suite et négocier pour avoir des tarifs parce que, à vrai dire, vous avez beaucoup de choses qui sont compétitives et fabriquées aux États-Unis, qu'on pourrait vendre dans des pays, par exemple, comme le Vietnam, même la Chine. Mais le problème, c'est qu'il y a, comme j'ai dit, les dévaluations compétitives, le non-respect de la propriété intellectuelle qui fait perdre beaucoup d'argent aux entreprises et aux firmes américaines. Donc, je vous expliquerai comment le American Science and Chip Act de Joe Biden est une forme de protectionnisme qui permet de verrouiller le marché dans un certain nombre de secteurs d'activité pour pouvoir ramener la chaîne de valeur sur le territoire américain, donc recréer des emplois. Donc, je pense que quand Donald Trump dit qu'il y a 3 trillions d'investissements qui vont arriver sur le territoire américain. Bon, je ne suis pas d'accord avec le chiffre 3 trillions, mais honnêtement, il y a beaucoup de milliards de dollars d'investissements qui vont retourner sur le territoire américain. Ça ne va pas se faire en une journée, ça se fera en plusieurs étapes, parce que l'enjeu là-dedans, c'est d'abord la propriété intellectuelle. Voilà, parce que les chercheurs sont démotivés, ils sont complètement découragés, hein, parce qu'à peine ils mettent quelque chose au point, il faut fabriquer, donc il faut transférer la fabrication en Asie. Ça s'est copié et c'est revendu en Europe, c'est revendu en Afrique, en Amérique latine et c'est revendu mais encore la copie sur une autre marque sur le territoire américain et les procès prennent de nombreuses années. Donc là, on est dans autre chose. Donc, je vais expliquer ça. Hein, je vous remercie. Je vous prie de vous abonner et de suivre demain la partie 2 qui est la stratégie démocrate du camp démocrate face à le déficit budgétaire. Voilà, le déficit de la balance commerciale. Voilà. Je vous remercie et je vous prie de passer une bonne journée. Abonnez-vous à notre chaîne. Mettez un like à la vidéo. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Souscrivez notre membership
Partagez la vidéo dans vos groupes et sur vos pages pour que le plus grand nombre de personnes puissent regarder. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable semaine. Bye.